S'il y a une chose dont je suis à peu près sûr maintenant pour ce site, c'est de la façon dont je dois faire avancer ensemble ce qui est directement consultable sous forme blog. L'appareil qui est celui des livres et l'expérience de terrain qui va avec, donc les ateliers d'écriture, avec ce qu'on fait ici sous forme d'échange de paroles immédiats, dans la mesure où on recrée ce dialogue par la vidéo à distance à quelques moments que vous soyez en train de voir ce que je tourne en ce moment. Cet espace vidéo s'est augmenté peu à peu vers mes lectures, vers mes balades au jour le jour avec le petit appareil à la main. Je veux aussi, il y a longtemps que ça me tourne dans la tête, que ça rejoigne ce qui est un autre pivot pour moi, une autre respiration, un poumon qui m'est complètement nécessaire, celui de l'invention collective qu'on appelle traditionnellement atelier d'écriture. Donc pour commencer, pourquoi pas partir du plus essentiel? Ça tombe bien, je viens de travailler 2 semaines d'affilée à partir d'espace avec mes étudiants de Cergy, donc c'est pas parce que c'est quelque chose d'incontournable, quelque chose qu'on traverse constamment, que c'est un outil réservé au début ou aux premières séances, même s'il permet d'en faire de magnifiques avec des groupes qu'on découvre. C'est donc cette espèce de livre, boîte à outils, qui s'appelle Espèce d'espace. C'est aussi une de mes manières de le présenter. Des livres, on en a plein. Par contre, les livres qui nous servent comme ça, qui sont en permanence ceux de la table, ceux qui nous permettent de réfléchir à notre écriture, de construire notre écriture, de prendre distance avec l'immédiat et de fabriquer comme ça l'objet élaboré. C'est une bibliothèque extrêmement restreinte. Et c'est pas une bibliothèque, par exemple du Pérec, il y en a souvent dans les programmes de l'éducation nationale, Espèce d'espace, je l'ai jamais vu au programme des collèges ou des lycées. Donc cette bibliothèque, c'est pas de la prescription littéraire générale ou marchande qui permet de se l'approprier. Ben non, c'est cette parole directe, plus secrète, parce qu'elle passe par où? Par le fait, précisément, non pas qu'on soit lecteur, mais qu'on écrive ensemble. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui partir d'Espèce d'espace. L'histoire du bouquin, vous la savez, on est en 1973. Pérec, quelqu'un qui est déjà considérablement repéré, il a eu le prix Renaudot à 28 ans avec Les Choses. Là, il est vers ses 35 ans, 36 ans, il mène une recherche personnelle, une recherche autobiographique lourde. C'est évoqué dans ce chapitre sur la chambre, à partir duquel on fait de magnifiques ateliers. Il a entrepris un inventaire de tous les lieux dans lesquels il a dormi. Pour lui, c'est pas une prouesse d'écriture, c'est simplement parce que vous savez que son père est un des engagés volontaires en 1940, plutôt que de refaire encore cet exil qui, en tant que juif, l'avait mené du ghetto de Varsovie à Paris en 1934. Et il va être un des premiers morts de l'été 1940. C'est comme ça que la France récompense ses volontaires. Sa mère est déportée en 1942 à Auschwitz. La machine nazie ne gardera même pas trace bureaucratique. Donc fait partie de ceux qui sont éliminés comme ça, à peine arrivés. Et Pérec donc survit en étant recueilli dans ce réseau d'établissements catholiques qui se repassent comme ça, les enfants, tout en s'échangeant de 4 mois en 4 mois, donc confrontés d'une part à cette dyslexie pour lui terrible qui fait qu'il reste toujours dans les fonds de classe, et en même temps ne pas avoir une biographie reliée à une géographie, mais une suite de figures fixes, les dortoirs, les cantines, les salles d'études, les sorties scolaires pour aller
voir un film pas très dangereux le dimanche, et comment se réapproprier sa propre biographie. Espèce d'espace, c'est initialement le biais laboratoire pour entrer comme ça dans cet inconnu. La forme du livre, vous savez aussi, je ne suis pas sûr que mon petit zoom rende ça bien lisible. On commence avec cette citation de Lewis Carroll, un carré blanc qui chez Lewis Carroll est la carte de l'océan, et on augmente à chaque bref chapitre l'incrément de surface, c'est-à-dire la page, le lit, la chambre, l'appartement, l'immeuble, la rue, le quartier, la ville, et ça va comme ça jusqu'aux frontières. Et à cette belle phrase de Pascal, là, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Ça a l'air banal. La page, vous vous rappelez comment ça s'est inventé? Au départ, sur ces boulettes malaxées d'argile à la main, l'écriture s'enroulait comme ça. La page, ça a aussi une histoire. Elle nous déborde, on n'entre pas. Le lit, banal, oui, mais si c'est là qu'il a ses souvenirs de lecture et d'écriture, si c'est là que lui, Pérec, écrit et lit dans son lit, eh bien, par exemple, ses souvenirs étant enfant après la guerre, adopté vers 1950 par une sœur de son père, qu'il maintient comme ça dans des internats de collège autour de Paris, parce qu'il est a priori complètement désocialisé, ce petit bout de sucre qu'il lui donne et qu'il met sous l'oreiller, la perception du petit bout de sucre, comme ça, du coup, en se concentrant sur elle, va permettre de retrouver quel livre il était en train de lire, ou cette position à plat ventre des petits garçons couchés pour lire les romans d'aventure. Alors, est-ce qu'il va nous dévoiler quels sont ces livres? Non, c'est ça le génie de Pérec dans Espèce d'espace. On retrouve ça dans Pensée classée, dans l'infraordinaire, ou le contraire, excusez-moi, qui sont comme ça, comme si on réalisait dans les livres hors d'Espèce d'espace toutes les pistes d'écriture données par découvertes ici, et ça va beaucoup plus loin, puisque vous savez que des pistes dans W viennent d'Espèce d'espace. Vous savez que le monument qui s'appelle La vie mode d'emploi, et regardez l'épaisseur, eh bien, c'est ébauché dans un cahier des charges qui naît ici dans le chapitre immeuble d'Espèce d'espace. Et donc si Espèce d'espace avait dû intégrer à chaque fois toutes ces réalisations, le livre évidemment serait devenu une espèce de... il serait devenu l'œuvre de Pérec. Dans l'œuvre de Pérec, il est cette espèce de noyau actif, mais qui en même temps se limite à n'être que proposition, exercice, projection, désir, et en tant que tel, c'est ça que nous, aujourd'hui, on s'accapare pour en faire nos propres chemins, comme ça, d'écriture. La chambre... l'appartement, vous savez, c'est un projet lieu, comme ça, c'est lieu dans Paris. Mais oui, mais il y a 12 lieux, et en même temps, un de ces lieux, c'est la rue Villain, où il habitait avec ses parents, en cours de réalisation. La rue Villain est démolie par les bulldozers, le projet s'arrête. Donc cette espèce d'interaction, comme ça, avec le biographique, comme la disparition. Qu'est-ce qui disparaît? La lettre E, ok, tout le monde le sait, mais c'est la lettre de Pérec, francisé en Pérec, c'est la lettre de mère, c'est la lettre de père, donc c'est toujours un côté comme ça, double fond chez Pérec qui est décisif. On ne lit pas des exercices techniques, on lit comment se mettre soi-même au travail en écriture. Alors pour cette première piste de départ que je souhaite ensemble, on va prendre ça à l'envers. Des lieux, donc, des surfaces, la chambre, l'appartement, la rue, l'immeuble, la rue, le quartier, chaque fois ça augmente, mais donc à chaque fois on est installé comme ça dans une limite, un territoire. Et qu'est-ce qui se passe d'une limite à l'autre? Dans le livre c'est facile, ça change de chapitre. Par contre, soi-même, quand on passe comme ça d'un espace à l'autre, quand on quitte le lit pour aller dans la chambre, on quitte la chambre pour aller dans l'appartement, etc., ces liaisons, Pérec ne s'en occupe
pas tant que ça. Elles, par contre, quelquefois, elles viennent gratter à la porte, elles viennent s'incruster comme ça. Par exemple, on parle des chambres. Les chambres, il y a évidemment cette perception subjective, donc il y a aussi ce qu'on voit par la fenêtre. Mais ce thème-là n'est pas traité par Pérec. Ce rapport de l'appartement à l'extérieur, lui, se concentre par exemple sur de fabuleuses pages sur le lieu vide. Dans les principales prouesses de la littérature fantastique, vous avez le rôle essentiel au milieu d'un espace inutile, d'un lieu inutile. Si moi je cherche à construire volontairement un espace inutile, non pas un espace vide, non pas un banal espace inutilisé, mais vraiment un espace inutile, est-ce qu'il peut en découler pour moi la possibilité d'inventer une histoire fantastique? C'est ça les mystères et les d'espèces d'espace. Mais donc, par exemple, regardez ce classique des ateliers d'écriture qui est le livre de Raymond Bozier qui s'appelle Fenêtre, initialement chez Fayard. Bozier travaille donc complètement dans l'héritage d'espèces d'espace et travaille sur le souvenir visuel des fenêtres qu'il peut collecter, non pas dans la mémoire tant que ça, mais dans ce que Bourdieu nommerait son habitus. Fenêtre de la salle de classe avec le grillage et le stade et l'arrêt de bus, la fenêtre d'un hôtel près de Gare du Nord à Paris, et puis la fenêtre de la cuisine donnant sur cette espèce de pelouse au milieu du lotissement pavillonnaire près de La Rochelle avec les citernes à gaz pas loin, n'est-ce pas Bozier? Et en même temps, si c'est le matin pour aller au travail, la fenêtre, c'est le pare-brise de la voiture, et c'est des impressions qui, elles, sont fugitives, ou bien c'est le midi, aller prendre un casse-croûte à la cafétéria du supermarché. Oui, pareil, est-ce que le cadre, le dépôt en 2 dimensions, qu'est-ce que ça donne? Voilà, fenêtre de Bozier, classique pour les ateliers d'écriture, peut-être qu'on y reviendra en vidéo, pourquoi pas, mais précisément, c'est quelque chose qui est totalement absent d'espace parce que c'est entre les deux trucs. Je ne vais pas aller chercher midi à 14h quand je suis en atelier. Souvent je parle 35-40 minutes, le temps de bien installer. Ce que j'aime dans l'atelier d'écriture, en fait, c'est ce moment où, à mesure qu'on parle, on arrive à faire le lien, comme ça, un par un, de ce qu'on propose avec les écritures en cours de ceux qui sont là et qu'on a appris à connaître. Bon, nous, on ne peut pas. Bozier a fait les fenêtres, et ben nous, on va faire les portes. La question de la porte, est-ce que c'est un gadget? Prenez le masque de la mort rouge dans Edgar Poe. Vous savez, c'est 8, 9 espaces successifs qu'on franchit un par un jusqu'à arriver à ce salon tendu de rouge qui est l'allégorie, même pas l'allégorie de la mort réelle. C'est ça dont je voudrais partir. Comment, si on décrit comme ça une succession de portes franchies, ça nous emmène bien plus loin que prévu, et que ce chemin même de franchissement, c'est des ressurgissements comme ça, bref, de bulles de réel, et que si on fait comme ça surgir bulle de réel, bulle de réel, bulle de réel, chaque fois en inventant comme ça, simplement, les portes, elles peuvent être n'importe où. Nous, dans le texte, elles vont être successives. Donc on ramène linéairement des souvenirs qui, eux, sont dispersés spatialement, et puis, du coup, cette espèce d'avalement d'entonnoir peut produire la surprise fantastique du texte. Masque de la mort rouge d'Edgar Poe, premier truc. Est-ce que vous imaginez des portes dans Rabelais? Oui, il y en a. Il y a les portes de la ville, la porte de Montreuil, d'où surgit Panurge quand il est aperçu de loin par Pantagruel, mais c'est la porte comme objet social, et il n'y a pas de notion d'intérieur, même s'il y a des palais, même si Gargantua entre dans la salle des repas. Je ne pense pas que Rabelais aurait pu s'intéresser
dispositif comme ça. Est-ce que vous en avez dans Saint-Simon? Oui, parce que c'est les portes qui servent à se cacher, c'est les portes qui servent à entrer par derrière, c'est les portes des cabinets secrets, etc. Donc là, la fonction symbolique, elle est aussi hiérarchique, sociale, et dans Saint-Simon, l'usage de la porte est considérable, comme elle l'est dans l'architecture de Versailles. Faites le saut jusqu'à Balzac, ce que fait Balzac avec son narrateur comme ça, à champ oculaire, qu'il déplace comme ça dans les couloirs, dans les pièces à droite, pièces à gauche, qu'il y a au jardin. Reprenez Eugénie Grandet, quel que soit le souvenir peut-être attristé par les années lycée que vous avez d'Eugénie Grandet, et allez très vite dans le début, dans cette description de l'appartement terne, mal éclairé, tout dominé par l'autorité du père Grandet. Entrez dans la petite mini-cour qu'il y a derrière, et puis là, il y a une porte qui donne sur un jardin, sur un ouvert, et dans ce seuil, comme ça, dans ce seuil de vieille pierre, il y a quelques brins d'herbe. Il y a tout le génie de Balzac ici. Mais tout le génie de Balzac, pourquoi? Parce qu'on écrit une porte. Prenez Proust, prenez ce très beau passage extrêmement déterminant pour l'ensemble de la recherche, la maison de Combray. De toute façon, il n'y a pas de source référentielle unique. On a 2 ou 3 maisons qui se concatènent et s'imbriquent. On le comprend très bien si on visite celle d'Illier-Combray. La maison n'existe pas en tant que conscience et réminiscence. Ce qui existe, c'est la vieille tante qui passe comme ça ce chevalier gaulo dans la lanterne magique, en lisant en même temps un texte sempiternellement le même au mot près, et l'enfant, le narrateur, prend la lanterne magique et la déplace comme ça le faisceau sur les murs qui l'entourent. Et rien encore n'advient à la mémoire, sinon que lorsque ce faisceau de lumière bleue et jaune passe sur le bouton de porte, ce petit ovale blanc réfléchissant, à ce moment-là, l'image devient nette, mais déformée par l'ovale. Et la perception du mouvement de porte, le geste tactile d'ouvrir la porte, fait que du coup, la réminiscence de la chambre va devenir pour le narrateur réelle, et que cette maison va pouvoir se construire tout autour. C'est en ce sens-là que ce texte sur la lanterne magique est décisif chez Proust. Passer dans le fantastique, par où on entre dans les nouvelles fantastiques, il y a toujours une ouverture. Prenez La porte dans le mur de H.G. Wells, une nouvelle qui est recueillie dans le pays des aveugles. Cette porte dans le mur, elle est décisive. Cette maison qui apparaît seulement en certaines circonstances dans les rues de Prague, dans le golem de Mérink, eh ben, c'est sur la porte de cette maison qu'on aperçoit le personnage principal, et ainsi de suite. Donc, dans Espèce d'espace, on a effectivement, s'il n'y a pas de chapitre sur les fenêtres, juste entre appartement et immeuble, on a un texte de 3 pages sur les portes. Il est dans les fiches imprimables qui sont à disposition sur le site. Le lien est juste là sous la vidéo. Et puis, c'est cette conjonction très bizarre dans Espèce d'espace. Et Pérec, malheureusement, n'est pas là pour qu'on s'explique avec lui. Il est parti avant qu'on sache tout ce qu'il nous laissait. Les murs, ce texte sur les murs, dérangeant, opaque, justement, au lieu des fenêtres. Il y a les murs, tout un symbole. Et puis, ce petit truc en 3 paragraphes. 1 ligne, 4 lignes, 2 lignes. Escalier, je vous le lis. On ne pense pas assez aux escaliers. Rien n'était plus beau dans les maisons anciennes que les escaliers. Rien n'est plus laid, plus froid, plus hostile, plus mesquin dans les immeubles d'aujourd'hui. On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. Mais comment ? Point d'interrogation, blanc. Lui fait des réponses, il y en a quelques-unes dans l'œuvre ordinaire, dans Pensée classée, allez les chercher. Pensez à cette nouvelle dans K de Dino Buzzati qui se passe uniquement comme ça sur un palier. Pensez à comment dans la masse de films dont chacun peut se souvenir,
comment sont traités et quel rôle ont les escaliers, et regardez si en littérature on en fait autant. C'est bien sûr dans Proust, il y a des escaliers, n'est-ce pas? Et ben voilà, j'ai presque fini. Le principe d'écrire une porte, oh, je ne vais pas vous apprendre ça. De toute façon, une porte, c'est plus ou moins rectangulaire. Il y a un bouton et un truc. Est-ce que c'est vitré? Est-ce que c'est plein? Est-ce qu'il y a des trucs vaguement collés dessus? Est-ce qu'il y a des traces? Non, non. Par contre, à vous d'aller les chercher. Si on va les chercher dans la mémoire, prenez les premières portes dont vous vous souvenez de la petite enfance. Porte des chambres d'enfants, porte chez les grands-parents, porte d'école, porte de salle de classe, porte pour entrer chez le médecin, porte quand on était autrefois, nous par exemple, tiens, ça me vient comme ça, porte quand on était convoqué chez le proviseur du lycée pour avoir commis quelque chose de répréhensible, et puis que le proviseur du lycée, comme les notaires ou les médecins, avait ces portes qui étaient très à la mode autrefois, qui symbolisaient le silence associé et le secret associé à l'exercice du pouvoir, la porte capitonnée de cuir avec des clous de cuivre. On en a tous des portes. La porte de la petite buanderie où on stockait les trésors dans un fond de cajot et comment elle grinçait, et puis le bec de canne pour entrer dans la petite boutique où servait l'essence ma grand-mère paternelle, etc., etc. Allez les chercher, ces portes. Vous allez voir comment la mémoire visuelle est étonnamment précise, parce que tout simplement, elle est d'abord une mémoire tactile, auditive, olfactive. La porte, on s'en fiche, mais tout ce qui va venir à travers, commencer par la sensation tactile de comment on l'ouvre, avec quoi on l'ouvre, et comment la poignée, eh ben, c'est l'entrée dans un pays magique. Et là, justement, l'exercice est très simple. Alignez 5 portes, 6 portes, 7 portes, allez jusqu'à 10 si vous pouvez, et quelle que soit leur dispersion temporelle, spatiale, rappliquez-les ici, dans la suite linéaire du texte. Et du coup, nous, lecteurs, on va faire le chemin de franchir, comme ça, une brève suite d'espaces linéaires. On ne s'attarde pas sur chaque. On marque comment ils sont, on les aperçoit vite, justement, parce qu'on les traverse. C'est ça l'exploration que je voudrais faire. Ça s'est déjà vu? Il y en a des explorations comme ça dans les livres autour de vous, là, immédiatement, qui vous environnent. Bon, vous voyez qu'on est tout de suite en terrain neuf. Non, je triche. Rappelez-vous, ces portes couvrent successivement dans ce théâtre où il retrouve la suite de scènes, chaque fois de sa propre vie, le narrateur du Loup des steppes d'Hermann Hesse, enfin pas le narrateur du livre, le narrateur du manuscrit trouvé par le narrateur du livre. Rappelez-vous les portes ouvertes dans le Steppenwolf de Hermann Hesse. Maintenant, on peut aussi justement revenir dialoguer avec l'expérience Beausier. Prenez une semaine de votre vie ordinaire. Elles sont où, quoi, comment? Les portes que vous poussez, portes vitrées un peu raclantes d'une boutique, portes que vous ouvrez avec la clé qu'on vous donne au travail parce que c'est votre salle de travail. Ça peut être aussi une porte de casier, de placard, etc. C'est aussi la porte de la voiture, désolé pour ceux qui font de la moto. Mais bon, il doit y avoir l'équivalent aussi, la porte du garage où on rentre la moto, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Prenez les portes qui vous environnent immédiatement, là, dans votre univers, au présent. Mais là, tout de suite, quelle que soit la banalité ou la contrainte forcée, pensez, tiens, vous savez pas comment réagir sur cet atelier, ça vous plaît pas d'aller les chercher dans la mémoire? Bon, allez au Brico-Dépôt, allez au Leroy Merlin le plus proche, pardon du lapsus, et puis allez au rayon où ils en vendent des portes. Vous verrez si la normalisation des portes de chambre à coucher, les portes de cuisine, les portes extérieures, les portes blindées, c'est pas en soi aussi un dépôt social de normes, de signification de l'intime, qui n'est pas d'une richesse fantastique. Par exemple, dans ce grand livre sur lequel je reviendrai, Notes de chevet de Seishonagon, j'en ai plusieurs, j'en rachète de temps en temps, voilà, ça c'est mon mien, mais il devait y en avoir un encore plus pété avant. Ben non, dans la cour du Japon, en l'an 1000,
il n'y a pas de porte, on tend des soieries, et ceux qui ont le pouvoir se promènent à cheval dans les chambres qu'ils visitent. Et ça vaut encore pour le Japon d'aujourd'hui, avec ses paravents tissés, et puis le rôle du jardin. Prenez l'Empire des signes de Roland Barthes pour aller visiter ça. Un dernier mot, la forme. Évidemment, c'est libre. J'aimerais vous suggérer quelque chose. J'aimerais vous contraindre à la continuité. J'aimerais vous donner une consigne de mouvement continu de ce texte. Et donc, non pas d'être comme ça, comme si pourrait être peut-être le premier réflexe, de dire une porte, un paragraphe, une porte, un paragraphe, une porte, un paragraphe, mais de passer continuellement de l'une à l'autre et voir justement ce qui en résulte pour la narration. Il y a un petit livre que je n'ai pas depuis très longtemps. Il est paru l'an dernier. Ça s'appelle Ameublement. Il est écrit par un jeune Suisse qui s'appelle Julien Marais. Et c'est une formidable... Il y a aussi un extrait là, dans la suite des fiches proposées dans le site. Il y a des chapitres, 4, etc., donc des séquences, vous voyez, c'est des chapitres qui doivent faire 5-6 jours, celui-ci au hasard, celui-ci fait environ 6 pages. Là, on serait bien dans la dimension d'un atelier d'écriture. Donc, pensez aussi toujours que même ce qui fait un livre chez Corti, même s'il est relativement bref, donc celui-ci fait une centaine de pages, il est quand même l'architecture d'éléments simples, de dimensions plus restreintes, et que quand on travaille l'espace restreint d'un texte d'atelier d'écriture, on est exactement dans ce lien avec l'élément simple de ce qui dessine, une fois architecturé, l'objet livre. Marais, donc, c'est une exploration qui n'est pas sur le même principe, c'est une exploration d'un village. Et dans ce jeu aussi sur la mémoire, sur la transformation moderne, sur les objets, la visite de ce magasin d'ameublement, comme on en connaissait tous, à Civray dans la Vienne, ça s'appelait Pantaléon, et ils vendaient du linoléum. Et les deux mots, linoléum, Pantaléon, pour moi ont toujours eu cette espèce de flottement un petit peu magique qui les associait, comme la quincaillerie s'appelait Gazonneau, et qu'à côté on passait chez Chandernagor, que l'horloger s'appelait Loget, etc., etc. C'est cette projection dans le contemporain d'un pays qui n'a pas eu le temps de se poser des questions encore sur lui-même, qu'elle procède de Julien Marais, avec juste une astuce. Pas de majuscule, point virgule, pas de majuscule, on continue, point virgule. L'autre côté, point virgule. Ça jouait aux cartes, ça cochait les grilles, point virgule. Avec devant sous l'abri les 2 colonnes d'essence, point virgule. Et puis une pompe à air comprimé, point virgule, suspendue avec un tuyau métallique quand on allait gonfler le ballon, point virgule. Avec Monsieur Tindé en salopette pour donner un coup de main, point virgule. Parce qu'il n'y avait pas le feu, point virgule. À jongler le ballon bien dur pour épater, point virgule. Etc., etc., etc. Tout est comme ça. Les caisses à pommes pour les poires de l'oncle René, point virgule, dans les cultures de l'autre côté du Rhône, point virgule, en passant par le pont légèrement voûté, les barrières en métal, point virgule, l'eau jaune-brune qui ramasse les ballots de bois, les branchages, point virgule, qui charrie les pierres en dessous, point virgule, qui emporte celui qui vient vers lui, point virgule. Voilà. Eh ben, si ça vous dit, on essaye. Tentez ce coup du continu, de la continuité, de l'incessant, comme dirait cet autre grand écrivain qui s'appelle Jacques Ancet, cet incessant du point-virgule qui ne casse pas, qui relie, qui laisse se faire comme ça un lent flux, et ce lent flux, c'est pas joli ça, lent flux. Passons. Organisez-le à partir de portes. Pas facile de choisir entre la verticalité des portes de la mémoire et de l'enfance, l'horizontalité des portes comme ça du présent, la contrainte que vous pouvez vous donner d'autres sélections d'ensembles nommées portes.
Prenez, hier j'étais à Cergy, centre commercial, je suis même monté sur le toit du centre commercial, c'est grâce à François Place et François et Claire Place que j'ai su qu'il y avait un accès pour monter sur ce lieu un peu étrange. Si je réfléchis comme ça, quelque chose qui m'est totalement extérieur, espace délimité dans la ville, je pourrais en reconstituer de mémoire une quinzaine de portes. Elles me sont tout à fait extérieures, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure du Leroy Merlin. Bon, voilà, c'est ces choses-là pour lesquelles je vous invite à travailler, se définir l'espace. Prenez, je suis sûr que certains enseignent parmi vous, dans votre bahut, si vous simplement prenez 10 portes que vous pouvez, le portail extérieur, la porte d'entrée, et cette maladie qu'il y a maintenant de tout mettre sous surveillance et contrôle, les portes des salles de classe, les portes de cantine, les portes de la porte de la salle des profs, elle n'est pas pareille, la porte des chiottes si vous voulez, la porte du proviseur, allez, faites tout ce que vous voulez. Prenez-en 10, la porte du gymnase, mais voyez, on se définit une frontière, un ensemble, le bahut tous les jours, et puis un objet qui a priori n'a pas été constitué en tant qu'écriture, mais simplement nous on le fait avec cette continuité. Donc ce qui va s'inventer, c'est un trajet, un voyage, et en même temps peut-être que la littérature c'est ça qu'il y a au bout, une poésie des portes, ça ne m'intéresse pas. Une friction du monde, une diction du monde, parce qu'on aura procédé par diffraction, et qu'on aura ça, bah ouais. Comme d'habitude, donc j'installe une page sur le site, et au lieu de mon long baratin, il y aura la vidéo, et tant pis, il faudra l'avaler pour écrire, et vous m'envoyez les contributions par email, pour les abonnés au site, mais on est déjà une communauté bien large, et let's go!